Parce que même si ce système s'exprime de manière différente, ce sont les mêmes valeurs qui sont bafouées et c'est un même système qu'il y a derrière tout ça. On retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation de richesses, le vol, toutes les exactions qui s'accompagnent de tout ça. Les multinationales, c'est eux qui gèrent le monde. Que vous le voulez, vous le voulez pas. Nos droits les plus fondamentaux, ils sont en train d'être bafoués. Ils ont créé une guerre économique. C'est un seul et même système. Enfin, il nous faut impérativement travailler à la gouvernance mondiale. J'aimerais vous parler de la déclaration de Christine Lagarde, celle qui fait partie de la mafia des banques et du FMI, cette ancienne ministre qui nous a parlé il y a quelques années du chiffre magique du 7. Voilà, donc Christine Lagarde a fait une déclaration tonitruante il n'y a pas longtemps, qui est passée visiblement inaperçue. Christine Lagarde fait partie de ces personnes qui sont véritablement dans la sphère des vrais maîtres du monde, de ceux qui dirigent. C'est pas ce nouveau gouvernement français. J'espère que je n'oublierai pas pour vous en parler aussi. Voilà. Donc Christine Lagarde fait partie de ces personnes qui sont dans les cercles des vrais décisionnels de ce monde. Et donc elle vient de faire une déclaration tonitruante qui est passée inaperçue et qui annonce la couleur pour les années à venir et pour l'avenir du monde. Et ça met en perspective ce que j'ai pu dire et d'autres aussi dans les vidéos. Donc Christine Lagarde a expliqué qu'il y allait avoir une augmentation de 75% de la robotisation dans l'industrie, notamment en France. 75% d'augmentation directement liée aux conséquences du Covid-19. Elle nous explique que la Covid-19 a précipité l'humanité dans cette nouvelle économie qui de toute façon arrivait. Donc ça n'a fait qu'accélérer ce processus. Et donc elle nous parle d'une augmentation du télétravail, on nous parle d'une augmentation de la robotisation, etc. etc. Elle est en train d'introduire cette nouvelle économie, cette économie 2.0 qui va désociabiliser les gens. Nous allons vivre dans une société complètement différente de celle qu'on a pu connaître et bien entendu que la robotisation égale chômage de masse, il ne faut pas l'oublier. Et bien toutes ces grandes industries, ces leaders de ce monde ont toute une panel de justifications pour expliquer ce qui arrive et Christine Lagarde a introduit par ce discours, je mettrai en lien si je le retrouve, ce nouveau monde qui va être nécessaire selon eux pour l'avenir de l'humanité. Sachez qu'une deuxième vague arrive en France, en Europe et dans le monde entier et on nous explique que la Covid-19 serait beaucoup plus volatile que prévu et beaucoup plus transmissible par l'air que prévu. Voilà, là aussi cette deuxième vague, je pense qu'elle aura de lourdes conséquences. Bon courage à tous. Après l'été, ce qui nous attend est catastrophique. Voilà, chers amis, accrochez-vous, soyez courageux et on continuera, on sera toujours là. Je voulais aussi vous parler, attendez que je me rappelle, parce que HSBC, cette banque qui est parmi les plus symboliques de ce monde de crapules des banquiers, HSBC va opérer des licenciements de masse. Voilà, donc ça prouve bien qu'actuellement on est en train de diminuer la masse salariale des sociétés et ça rejoint ce que je dis Christine Lagarde, eh bien ça va être du télétravail, on n'aura plus besoin d'embaucher 5 personnes, une seule personne chez elle avec une connexion internet suffira
pour travailler, enfin pour traiter les comptes en banque des gens, ou je ne sais pas trop ce qu'ils font dans ces banques d'escrocs. Ensuite, et là, alors là... Donc aujourd'hui, on a fait une action pour protester contre la nomination en fait de Éric Dupond-Moretti à la justice et de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Donc c'est le remaniement qui a eu lieu hier. Et en fait, pour nous et pour en fait toutes les femmes, toutes les personnes victimes de violences, de viols, d'agressions, c'est une énorme c'est un crachat au visage en fait, vraiment, parce que ça fait des mois qu'on dénonce, même des années, qu'on dénonce les violences, qu'on brise la parole en fait, en ce qui concerne les viols, en ce qui concerne les agressions, en ce qui concerne les violences conjugales, et on a vraiment le sentiment qu'on est entendu, mais on n'en a rien à foutre de ce qu'on peut dire. Vraiment, on nous chie à la gueule en nous disant bah ouais ok, vous vous faites violer, mais on n'en a rien à foutre. On va mettre un mec qui est en ce moment qui fait l'objet d'une enquête de viol au ministère de l'Intérieur, et on va mettre un gars qui a défendu des violeurs et qui en fait est vraiment un représentant de la culture du viol à la justice. Je me suis préparé dans le calme. Et pour les enfants ou trop, il n'y en a pas de la pitié. Pour les enfants de lait. Hein, mentir du matin au soir depuis 10 ans, ça vous plaît pas ça? Nous, ça nous fait chier, nous. Donc arrêtez de faire passer les autres pour des... Monsieur, moi je vous ai respecté. Bah moi je vous parle, moi. Bah si, moi je vous filme. J'appelle la police. Je vous appelle la police. Bah allez-y. D'accord. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des menaces? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est vous qui parlez mal. Non, c'est vous qui me parlez. Hein, défendez pas les mauvaises personnes. Défendez pas les mauvaises... Vous savez que M. Dupond-Moretti, que j'adore, a interrogé pendant 6 heures un enfant de 7 ans à Saint-Omer. Il a interrogé pendant 6 heures un enfant de 7 ans. Et il a trouvé qu'il n'était pas cohérent. Et c'est ce qui a changé le procès d'Outreau. Où tous les enfants ont été reconnus victimes, entre parenthèses. Tous, 12 sur 12. Donc vous voyez, c'est pas possible. Un type comme Dupond, moi je suis expert, il me fait pas peur. Ça fait 30 ans que je suis expert à la cour d'assises. Mais imaginez un gamin, imaginez le petit Delay qui a subi des horreurs avec cet ours qui lui crie dessus. Et le président qui dit rien du tout. Vous imaginez ce que c'est? Alors là, effectivement, hein? Bon, c'est vrai que ça a la protection. Non, mais c'est personne. Les victimes, ils sont pas là, ok? Ils sont de l'autre côté. Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez? Sûr? Ah oui, sûr. Vous voulez que je vous le signe? Ouais. Non. D'abord, personne ne me le proposera. Ce sera un bordel. Mais alors, non, mais personne n'aurait jamais l'idée sotte, totalement saugrenue, incongrue, invraisemblable de me proposer cela. Et moi, franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil, non. Pourquoi? Parce que c'est pas mon métier. Il faut en avaler des couleuvres pour faire de la politique. D'abord, il faut être d'accord avec tous les copains du gouvernement auquel on appartient soi-même. Il faut manger son chapeau de temps en temps. C'est une discipline. C'est un exercice, j'en ai pas les compétences. Et puis, non, pas du tout. J'aimerais pas faire ça. À lui, mais c'est pas. On dit que c'est acquittator. Moi, je dis que c'est aggravator. D'accord? Quand on a Moretti, c'est ou tout blanc ou tout noir. Le mec, il m'a pris ma thune en 92. Et ce qui l'avait attiré, c'est qu'au départ, dès le départ, c'est pour ça qu'il est resté à mes côtés, même qu'il m'a pris pas mal de fric. Dès le départ, j'ai fait tester ma cocaïne, elle était à 100% de pureté. Lui, il voulait s'en assurer, il me dit, mais c'est pas possible, c'est de la cocaïne synthétique. Je dis, non, c'est de la vraie coque, c'est de la végétale. Il me dit, on va refaire. Alors, contre-expertise, 99%. Mais qu'est-ce qu'il cherchait avec cette... Il cherchait de la coque pour lui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il cherchait? Votre visage est un visage emblématique pour la justice. Et donc je suis heureuse que vous puissiez ainsi succéder à cette longue lignée de garde des Sceaux et mettre votre nom sur cette histoire du ministère. Bienvenue, vraiment, bienvenue, cher Éric Dupond-Moretti. Alors vous ne m'en voudrez pas si je vous dis que les Français, pour la plupart, ont découvert votre visage, votre voix aujourd'hui. Est-ce que sur un plan un peu plus personnel, vous pourriez vous définir en quelques mots? Quel genre d'homme êtes-vous? Je suis aujourd'hui Premier ministre, donc un personnage politique, national.
Voilà. Si je parlais aux Français, peut-être ce qui me définit le mieux dans mon parcours en termes politiques, madame, je dirais que je suis un gaulliste social. Voilà, j'entendais la droite, la gauche, etc. Bon. Je suis un gaulliste social. Mes valeurs, c'est quoi? Mes valeurs, c'est peut-être la responsabilité, c'est-à-dire dire que on ne peut pas tout attendre de l'État. La société n'est pas systématiquement responsable de ce qui va mal. Chacune et chacun d'entre nous peut agir pour son pays. Mes valeurs, c'est la laïcité. La laïcité ne peut pas admettre certains comportements, certaines déviances, certains replis sur toi, certains communautarismes. Mes valeurs, c'est l'autorité gardienne des libertés fondamentales. Bref, mes valeurs, comme je pense, celles de millions de gens qui les écoutent, ce sont les valeurs de la République. Voilà. Je suis un gaulliste social parce que je considère que pour distribuer la richesse, ce qui est nécessaire pour maintenir le pacte social, il faut d'abord la produire. Et donc il a dit, voici le nouveau gouvernement. Et je vous jure que j'ai failli mettre LOL, imagine c'est vrai. Je pensais que c'était du fake. Je pensais que c'était une blague, une boutade. Et donc, je vais sur Google Actualité et je vois que le poste de cette personne est véritablement le gouvernement nommé par Emmanuel Macron. Enfin, par ses patrons, hein, les Rothschild. Je me suis dit, c'est une blague. Enfin, je veux dire, au secours. Enfin, Dupond-Moretti, voilà. Il a eu tapis, comme client, il a eu tapis, il a eu des violeurs, enfin, des présumés violeurs, il a eu des gens qui étaient accusés de viol, il a eu le frère de Mohamed Merah, il a eu des gens qui ont été condamnés, des gens qui ont, enfin, il a fait acquitter des gens qui étaient de lourdes accusations, des gens, enfin, allez voir sur internet, je l'ai posté sur mon Facebook, parmi les gens qu'il a défendus, c'est tout simplement hallucinant. Et, enfin, quand j'ai vu, enfin, il y a un ministère de la mer. Ministère de la mer. Voilà. Bientôt, on aura un ministère de la confiture. Enfin, n'importe quoi. Enfin. Et donc, quand j'ai vu ce gouvernement, j'ai dit, mais c'est une blague. Ce gouvernement est une blague. Et ensuite, je me suis dit, on ne peut pas accuser cette élite d'être débile. Si elle a mis si cette élite a mis un gouvernement, ce nouveau gouvernement qui fait débat, qui fait polémique, etc., elle l'a fait sciemment. Elle l'a fait sciemment. Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ils l'ont fait sciemment. Bachelot, la nouvelle clown de C8 et de Canal+, ministre de la Culture, ils l'ont fait. Cette élite l'a fait sciemment. D'accord? Et tant qu'on est occupé à critiquer le nouveau gouvernement, on n'est pas occupé à critiquer la politique d'Emmanuel Macron dirigée par ses banques et les amis de Christine Lagarde. Donc c'est fait sciemment. Ce gouvernement français est tout sauf crédible. Tout sauf crédible. N'est-ce pas? Alors continuez à voter, hein, les gnous, continuez à les voter, à légitimer cette merde, et voyez ce que ça donne. Voilà. Vous voyez ce que ça donne, ce type de système. Voilà, entre autres, ce que je voulais vous dire. Je ne sais plus trop de ce dont je voulais vous parler. C'était une petite revue comme ça, revue de l'actualité que j'avais vue. J'ai vu notamment que ça chauffe entre l'Iran et Israël. Il y aurait eu un souci dans une... Enfin, je sais pas trop, j'ai pas trop bien suivi, mais apparemment, il y aura de l'eau dans le gaz, il y aura de l'eau dans le gaz entre la Turquie et la France. Voilà. Visiblement, voilà. Donc voilà, chers amis, Christine Lagarde a annoncé la couleur. On a un gouvernement de merde, ridicule. La preuve, j'ai cru que c'était une blague quand la première fois que j'ai vu cette liste avec les photos des personnes par quelqu'un de Facebook. J'ai cru que c'était une blague en fait. Et non, c'est vrai, c'est catastrophique. C'est à l'image de notre époque. Il y a eu il me semble des inondations au Japon, il me semble. Il me semble que c'est au Japon, oui. Voilà, est-ce qu'on en parle de tout ça? Non. Ah oui, il a fait 34 degrés au pôle Nord. Est-ce qu'on en parle? On en parle de ça, 34 degrés au pôle Nord, du jamais vu. Voilà, au pôle Nord, 34 degrés, normal. Voilà. Est-ce qu'on en parle de ça? Non. Bref, là, il y a le boomerang. Hein. Après l'été, le boomerang qui a été jeté en l'air va nous retomber sur la gueule.
directeur général du ministère de la Santé israélien. Depuis le début de cette crise, vous êtes opposé, vous, à ce confinement, à ces fermetures à tout va de l'économie en Israël. Là, on a l'impression que ça va recommencer. Est-ce que vous trouvez qu'on est dans une espèce de folie et qu'on en fait beaucoup trop par rapport à la situation? Ce que je pense, c'est que le gouvernement ne comprend pas du tout ce qui se passe. L'épidémie est terminée. Le virus n'a plus de force. Il est mort. Les analyses que nous voyons, les tests, plus on en fait, plus on fait d'examens, plus on trouve de contaminés. C'est très très simple. On en a fait 4000, on en a trouvé 200. Aujourd'hui, on en fait 20 000 de tests. 5 fois plus. Alors, au lieu d'en trouver 200, on en trouve 1000. Le nombre de testés, le nombre de tests détermine le nombre de contaminés. On les appelle malades. Je ne sais pas pourquoi. Et on dit que la situation est grave. Il y a juste un petit problème. Il n'y a pas en Israël de malades. Il n'y a pas de mort. Au gouvernement, il y a plus de ministres que de personnes sous respirateur. Il y a 24 personnes sous respirateur. Lors du dernier hiver, l'hiver dernier, il y a eu des milliers de malades graves. Et en moyenne, en Israël, de complications de la grippe, meurent 1000 personnes. Pourquoi vous ne m'avez pas invité en hiver dernier à être interviewé? Pourquoi? On n'a pas le droit de mourir du coronavirus, mais on a le droit de mourir de la grippe ou d'une crise cardiaque. Et d'ailleurs, on abandonne ces malades-là aujourd'hui. On ne comprend pas ce qui se passe. Et il y a une chose qu'ils ne comprennent pas, c'est que le test que l'on appelle PCR, polymérase, une réaction en chaîne de polymérase. Eh bien, ce test ne distingue pas les virus morts des virus vivants. Dans les deux cas, le test montre positif, même si le virus est mort. Parce que la contagion n'est pas de maintenant. La contagion a eu lieu il y a 1 mois. Et l'on trouve maintenant des gens qui ont été contaminés il y a 1 mois. On dit qu'ils sont positifs, on dit qu'ils sont malades, mais ils sont sains. Ils sont tous sains. C'est ça la situation. Mais c'est quand même étonnant parce que vous avez fait partie, on l'a dit, du ministère de la Santé. Aujourd'hui, c'est ce ministère de la Santé. Donc c'est le point de vue médical qui pousse pour qu'on prenne des mesures encore plus fortes de restriction et c'est le ministère de l'économie qui lui ne veut pas. Mais alors pourquoi des médecins aujourd'hui au ministère de la Santé en Israël disent qu'il faut reconfiner si, comme vous le dites, il n'y a pas beaucoup plus de malades finalement. Il y a de nombreux cas de positifs, mais il n'y a pas beaucoup plus de malades. Pourquoi est-ce qu'il y a cette vision au ministère de la Santé aujourd'hui? L'hystérie. Simplement. C'est de l'hystérie. On ne regarde pas les faits. Il y a plus de gens qui vont mourir du chômage que du coronavirus. Le chômage, ça, c'est de la mortalité. Et celui qui meurt du chômage, ce sont des géants jeunes qui nourrissent des familles. Et ça, on ne le comprend pas malheureusement. Parce que il y a une panique et une hystérie et un manque de compréhension de ce qui se passe vraiment. Aujourd'hui, en Europe aussi, ça fait 3 semaines que l'épidémie est terminée. Il n'y a pas eu de seconde vague. Il n'y a pas eu de seconde vague. La mortalité, oui, il y a des morts. Mais on est revenu à un niveau normal de mortalité. C'est pareil chez nous. Mais chez nous, ils sont devenus fous. Ouais, parce qu'ils font des tests de nouveau. Il faudra arrêter de tester, à votre avis? Aujourd'hui, on pourra arrêter finalement de faire tous ces tests? Les tests sont importants pour l'information. On n'a pas besoin de faire peur au public avec des chiffres qui sont faux. Le ministère de la Santé appelle tous les positifs, vous le savez, ils disent qu'ils sont malades du coronavirus. La personne est en pleine forme. On les appelle malades du coronavirus. Et après,
Quand ils deviennent négatifs, ils disent qu'ils sont rétablis. Ils sont rétablis. Il n'a pas été malade. Il n'y a pas de quoi se rétablir. Et il ne faut pas rendre le public fou avec des mots qui font peur et qui ne transparaissent pas, qui ne reflètent pas la réalité. L'épidémie est terminée. Comme en hiver, nous avons des épidémies de grippe, des milliers de morts, et l'épidémie s'est terminée au printemps. Le printemps arrive et l'épidémie se termine. C'est la même chose qui est arrivée maintenant.